Je vous propose qu'on démarre. Il est 11 h. On aime bien la précision, j'ai Visiative. On va démarrer. Donc, ravi de vous accueillir tous en ligne pour ce webinaire dédié au passeport numérique produit, Digital Product Passport en anglais. Et on va essayer on est venu en force, vous voyez, à 3 pour vous présenter le sujet et surtout vous expliquer la teneur du passeport numérique produit et comment le PIM devient un atout essentiel pour la mise en œuvre. Pour ce webinaire, vous pouvez vous poser vos questions en ligne directement dans l'outil de chat et nous prendrons toutes vos questions à la fin de la session. Donc n'hésitez pas à les renseigner, c'est Arnaud qui va s'occuper de les collecter et de les restituer à la fin. Et par ailleurs, le webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité de le revisionner à l'issue. Donc nous sommes en force avec Renaud. Je te propose de te présenter, Renaud. Oui, Renaud Constant, donc moi je suis aujourd'hui le directeur général de 3 Evolutions, donc qui est éditeur de la solution PIM Next Page, et on est filiale de Visiative depuis juillet 2022. Très bien. Et donc Jean-Marc Salin, en charge de produits chez Visiative, et en particulier, j'ai eu l'honneur, le plaisir de faire quelques études sur le sujet du DPP afin d'aborder ce sujet pour l'ensemble de nos clients, dans la mesure où c'est également une norme, une réglementation qui va toucher beaucoup de nos clients. Voilà, ce sont des questions qu'on a l'habitude de traiter de manière récurrente maintenant. Et donc, c'est avec grand plaisir que nous allons maintenant vous présenter les éléments. Arnaud, je te laisse te présenter également parce que tu vas prendre les questions, mais tu as aussi un métier. Tout à fait. Donc, Arnaud Jurquet, je travaille en complément de Renaud, en avant-vente principalement, pour accompagner après nos prospects et faire la passation avec nos chefs de projet en interne. Enchanté. Super. Merci Arnaud. Et donc, une chose qui nous interpelle, qui devrait également vous interpeller, c'est qu'aujourd'hui, c'est une période d'achat phénoménale en ce moment, et les clients sont prêts à payer plus pour des produits éco-responsables. Alors, je dirais que c'est un effet post-Covid qui nous a été bonifiant de ce point de vue-là. C'est une étude que vous pouvez retrouver, c'est du PricewaterhouseCoopers, une étude disponible depuis l'année dernière. Et la question qu'on peut se poser, même si les clients sont prêts à payer plus cher, c'est comment savoir si le produit est vraiment éco-responsable. Donc, quelle est sa provenance? On en parle beaucoup en ce moment avec certaines marques qui veulent s'implanter en France. Comment le produit a été fabriqué? Est-ce qu'il peut être réutilisé? Est-ce qu'il peut être réparé? Et globalement, est-ce qu'il est respectueux de l'environnement, d'un point de vue matière, d'un point de vue composant, etc. Donc, tous ces éléments-là, c'est vrai qu'ils sont difficiles à aborder. Et quelque part, c'est un des éléments que sous-tend le DPP. Alors, pour structurer notre démarche, voilà les 5 points qu'on voudrait aborder avec vous aujourd'hui. C'est vous donner déjà une lecture de ce que c'est que le DPP. Et on va essayer de vous décrypter tous les éléments clés que vous pourrez retrouver également. On vous donne accès aux sources qui ont été les nôtres pour aborder ce sujet. Également, quels sont les produits concernés? Parce que vous allez voir que toutes les filières ne sont pas concernées de premier chef. Certaines sont prioritaires parce que jugées comme plus polluantes. Ensuite, on va essayer de résumer les enjeux pour les fabricants. Et à travers cela, c'est essayer de vous aider à décrypter les actions clés à mener pour commencer à vous préparer au DPP. Et bien entendu, on va vous montrer également comment le PIM répond au DPP de manière très factuelle, très concrète, à travers même une démonstration. Voilà. Et ensuite, on ouvrira sur le passage à l'action. OK, c'est quoi les priorités qui nous semblent en tout cas nous identifier pour bien se préparer et aborder ce sujet de manière sereine et pratique. Alors d'abord, qu'est-ce que le DPP? Alors, un contexte réglementaire s'instruit. Alors déjà, on parle de l'Europe. Et donc, on va parler d'un contexte, je dirais, d'une volonté de l'Europe dans son ensemble. Donc, l'Union européenne qui souhaite être le premier continent neutre pour le climat. Alors, on a beaucoup entendu parler des dates de 2030. On en parle encore beaucoup pour les véhicules, etc., les diesels. Mais l'objectif global, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55%
d'ici à 2030 versus les niveaux de 90. Bon, ça, c'est la vision d'ensemble. Et également, il y a un objectif à très long terme, 2050, pour arriver à la neutralité climatique, donc arriver à 0% d'émissions. Donc, arriver à compenser totalement les émissions par des éléments bonifiants. C'est ce qu'on a appelé le Green Deal européen. Vous trouverez les références sur la littérature. Et pour la mise en œuvre, en fait, l'ensemble des États européens s'est donné comme ambition de mettre en place un règlement global qui concerne toutes les nations européennes et qui va concerner même au-delà, ça va concerner en fait tous les produits qui sont distribués, mis à disposition des Européens. Donc c'est un petit peu comme le RGPD, vous vous souvenez, c'est qu'en fait, ces règlements s'imposent à toute entreprise, toute entité qui va fournir des produits, dialoguer avec des citoyens et des professionnels européens. Donc, la nouvelle norme, le nouveau règlement s'appelle ESPR, c'est Eco-Design for Sustainability Products Regulation. Et donc, ça définit des normes d'éco-conception pour des produits qui sont désormais écologiquement durables et circulaires. Donc, ça s'applique à toute entreprise dès lors qu'on souhaite aborder le marché européen. Donc, ESPR est l'élément clé. L'ESPR prévoit un certain nombre d'exigences d'éco-conception. Je vous inviterai à voir plus en détail, mais ça touche, vous allez voir, tout le cycle de vie du produit pour déterminer ses matières, la consommation énergétique, l'empreinte environnementale globale du produit. Et pour pouvoir évaluer ces éléments et les rapprocher de manière sereine et globale, quel que soit le produit, l'Europe a imaginé le DPP. Et le DPP, finalement, c'est un instrument qui va permettre d'exposer de l'information de manière standardisée pour l'ensemble des produits qui sont jugés les plus polluants en priorité. Donc, vous allez voir ensuite quels sont les produits concernés. Et en fait, le DPP, finalement, ça va devenir un élément commun à renseigner qui va permettre d'informer les consommateurs et les professionnels sur la qualité des produits avant l'achat. Donc, c'est une carte d'identité numérique véritablement. Ce n'est pas juste une fiche, puisqu'on va le voir que c'est une fiche qui doit être validée au niveau Europe. Ça rentre dans un registre européen. Et cette fiche, cette carte d'identité numérique doit être accessible aisément en ligne sur le web. C'est une fiche qui doit fournir un certain nombre d'informations sur l'origine, la composition, les matériaux, la chaîne d'approvisionnement et la conformité aux normes, bien entendu, et également sur l'impact environnemental du produit, tout comme les recommandations d'entretien et de recyclage. Alors ça, je dirais, c'est la synthèse de ce qu'est le DPP. Et nous allons voir également que le contenu réglementaire est défini par filière, c'est-à-dire que le contenu va varier d'une gamme de produits à une autre. Il y aura des éléments communs. Néanmoins, ces éléments communs permettront de rapprocher des produits de nature différente, on va dire. Par contre, ensuite, dans chaque filière, les contenus seront assez précis. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure sur les batteries. Vous verrez qu'il y a une centaine de champs à renseigner et qui seront obligatoires au sens du règlement. Alors, le DPP donc, a un objectif d'abord pour les consommateurs et les acteurs professionnels d'identifier la qualité des produits qu'ils achètent. Donc, ça donne une bonne vision sur quel est l'impact CO2 du produit lorsqu'on l'achète et donc éventuellement qu'on va agréger dans sa propre entité. Mais également, c'est une manière pour les fabricants de démontrer l'engagement en faveur de la durabilité des produits. Et l'objectif global, c'est d'arriver à avoir une cohérence d'ensemble à travers tous les acteurs de cet écosystème économique pour avoir une transparence complète et donc une information réglementaire bien établie et simple à comprendre également pour les futurs utilisateurs des produits, qu'ils soient consommateurs ou bien entreprises professionnelles. Alors, pour identifier finalement
les ingrédients, enfin ce qui va être concerné, il y a une manière qui est très très pratique, c'est d'analyser, je dirais, tous les éléments qui vont concerner le produit à travers le cycle de vie de ce produit. Donc ici est représenté un cycle de vie classique. On commence par les matières premières avec des produits semi-finis. Ensuite, la conception du produit en tant que tel, avec une part d'innovation, bien entendu. Puis la fabrication, la distribution avec sa part de marketing. Donc distribution qui donne lieu à usage ensuite, une fois la vente réalisée. Et post-usage, éventuellement une réutilisation en deuxième vie. Et à la fin, un recyclage et une revalorisation des matières premières. Donc un retraitement de la composition des produits. Et tous ces éléments, en fait, forcément, vont donner lieu à information, car il est important de pouvoir retraiter correctement les matières premières à l'issue de l'usage du produit. D'autres objectifs qui sont affichés également sur l'écran sont intéressants à prendre en compte. C'est comment je vais qualifier et certifier mes matières premières, qualifier également mes fournisseurs. Ensuite, c'est comment je vais faire en sorte d'améliorer mes produits grâce à l'éco-conception. Puis, optimiser ma chaîne de fabrication pour m'assurer de la conformité du produit par rapport à ce que j'attends, mais aussi comment je vais optimiser mes process de fabrication pour, par exemple, réduire l'empreinte énergétique. Idem pour la distribution, comment optimiser les effets de gaz à effet de serre par le transport, par tout ce qui est même emballage de produits. Et puis au-delà, c'est également comment je vais faciliter la prolongation de la durée de vie du produit. Donc comment je fournis des pièces détachées, comment je facilite cet entretien pour que ce soit réparable facilement par quiconque. Donc vous voyez, tout un ensemble d'objectifs qui peuvent ensuite se décliner, alors sans détailler, vous aurez le document à l'issue si vous le souhaitez. Vous voyez, là j'ai identifié par rapport à chaque poste, à chaque étape du cycle de vie, un certain nombre d'éléments qui vont être mesurés. Et tous ces éléments mesurés, que ce soit la consommation énergétique, de l'eau, donc des énergies au sens large, la certification des matières, l'entretien des produits, tout cela donne lieu en fait à des informations qui vont devoir être répertoriées sur le passeport numérique digital de manière organisée. Organisée car en fait l'Europe, à travers le DPP, a prévu une structure logique pour identifier le produit, les matières, la durabilité, le cycle de vie, et puis également tous les éléments associés à la certification du produit, certification des origines des matières premières, et puis également la qualité, je dirais, des divers fournisseurs qui sont intervenus dans la composition de ce produit. Donc l'objectif à travers ce passeport digital, c'est que quiconque accède à cette fiche ait une compréhension cohérente de ces éléments et une lecture rapide. Donc, le passeport digital produit doit faciliter l'identification et également donner toutes les informations utiles à un consommateur ou à une entreprise pour pouvoir analyser donc, tous ces éléments et puis également prendre les bonnes mesures pour pouvoir éventuellement étendre la durée de vie de ce produit. Donc, à un moment donné, en fait, ce passeport digital, c'est la fiche de référence qui donnera lieu aussi à l'accès à d'autres informations, par exemple des catalogues de pièces détachées, par exemple sur des produits techniques, afin de pouvoir faciliter l'entretien, la maintenance de ces équipements. Okay. Un point important à comprendre et qui va piloter également notre analyse dans la continuité de cette présentation, c'est qu'à un moment donné, ce DPP doit être accessible donc, à quiconque, aux consommateurs, aux entreprises, pour pouvoir identifier ces informations. Et le fabricant, finalement, devra publier l'information à deux niveaux. D'une part, l'Europe prévoit que l'information sera prioritairement accessible à partir d'un portail fabricant. C'est-à-dire que le fabricant s'assure de mettre à disposition cette fiche DPP pour chaque produit, disponible sur le web, dans un environnement qui lui est propre. Et de plus, cette même fiche devra être également disponible sur le registre européen des DPP
afin d'être également accessible non seulement aux consommateurs et aux entreprises, mais également à des entités de contrôle. Donc, vous voyez qu'en fait, l'Europe prévoit également que ce registre donne lieu à, je dirais, à une mise à disposition sur un portail de consultation et également un portail étendu, sécurisé, qui sera lui, par contre, essentiellement disponible aux entités, on va dire, juridiques européennes, afin d'opérer des contrôles sur les produits et puis également s'assurer que toute l'information requise aux douanes, mais aussi lors de la mise en marché des produits, est conforme. Donc, toute cette information est conforme et complète en regard de la réglementation prévue. Voilà. Donc, l'objectif, vous voyez qu'à travers cette double publication, l'objectif, c'est de faciliter l'accès à l'information par les consommateurs des produits, mais également donner accès aux entités de contrôle pour qu'elles puissent accéder facilement à l'information et de s'assurer que la donnée est à jour et conforme avec le produit qui est physiquement présent. Également, l'accès à cette information, pour qu'il soit simplifié, est prévu à travers une forme de code barre. On a nous donné une illustration dans la présentation qu'on vous verrez tout à l'heure. Mais l'objectif, c'est de pouvoir accéder de manière très simple avec un téléphone et de pouvoir accéder à la fiche DPP de manière prioritaire sur le portail fabricant, et puis éventuellement que tout consommateur puisse accéder en complément au registre européen pour pouvoir consulter les informations qui sont officiellement déposées et reconnues par l'Europe. Donc, ces éléments sont importants à comprendre parce qu'en fait, ça régit en fait les types d'actions qui seront à mener par le fabricant pour réaliser effectivement la mise en conformité du DPP pour chaque produit. On a illustré ici sur cet écran une forme possible, parce qu'en fait, elle n'est pas définie pour l'instant, mais une forme possible du portail européen pour le DPP. Et là, on vous invite à aller voir le portail registre européen de l'EPREL, donc tout ce qui concerne les produits qui sont consommateurs d'énergie. Et vous voyez à l'écran, en fait, les produits tels qu'on peut les consulter aujourd'hui. Si vous allez sur le lien qui est proposé, vous pourrez découvrir ce portail. Et vous découvrirez également que sur chaque article, chaque produit de chaque fabricant, eh bien, on va trouver la fiche énergétique qui ensuite pourra être apposée sur le produit. Donc ici, il n'y a pas de réglementation d'étiquetage au sens DPP pour les produits. Simplement, on aura un accès numérique donc à une telle forme d'information. Donc vous voyez ici, c'est très technique, c'est plus au sens réglementaire du terme que l'information sera accessible, sachant que sur la fiche DPP du fabricant, on pourra avoir déjà un peu plus d'éléments marketing avec des photos du produit et puis également un descriptif marketing du produit qui soit plus accueillant pour le visiteur. Donc, en somme, alors j'ai bien aimé cette phrase de l'AFNOR qui dit que finalement le DPP c'est une révolution silencieuse. On n'en parle pas beaucoup. Aujourd'hui, on fait un webinaire, c'est très utile pour vous éclairer sur le sujet. Mais c'est une révolution qui va changer radicalement la manière de considérer les choses, car il faut faciliter l'identification du produit et on doit également se conformer à un certain nombre de règles de documentation sur le produit. Et c'est vu comme un système d'information décentralisé, car l'information doit être prise en compte par l'ensemble des fabricants, comme je l'évoquais, sur un portail fabricant, en plus d'être répertorié sur le portail web, donc le registre européen des produits pour le DPP. Donc c'est une information qu'il va falloir gérer dans le temps, sans limite de temps d'ailleurs, tant que le produit est distribué en Europe. Donc c'est un point important à prendre en compte pour la suite. Ça va changer la donne, car ça nécessite notamment d'aller chercher l'information auprès de diverses personnes dans l'entreprise. Comme vous l'avez vu, à travers le cycle de vie, il est clé de pouvoir collecter l'information et de la sécuriser, la tracer de manière cohérente. Alors justement, on peut maintenant s'intéresser à quels sont les produits concernés en priorité. Alors nous avons approché sur ce slide
en fait, les dates clés que vous pouvez retrouver hein, dans les documents officiels, le Green Deal européen, avec donc les engagements globaux de l'Europe, la réglementation ESPR, qui définit les grandes lignes. Et puis maintenant, en fait, l'Europe a défini un certain nombre de produits prioritaires qui sont jugés comme les plus polluants et qui vont faire l'objet d'un DPP en priorité, donc avec pour chaque filière une description précise des champs à fournir au niveau du registre européen et également à avoir à disposition sur la fiche DPP du portail fabricant. Donc on va parler de batteries, de produits textiles, de matériaux de construction, d'ameublement, et vous allez voir que toutes les informations ne sont pas encore définies, mais on va essayer de vous donner un état des lieux aujourd'hui de ce qui existe. Pour les batteries, qui est donc jugé comme un produit en top priorité, tout en haut de la pyramide, le DPP sera applicable à partir de février 2027. Alors ça concerne les batteries, mais également tous les produits dès lors qu'il y a une batterie à l'intérieur. Vous aurez obligation de renseigner l'information sur la batterie contenue dans tel ou tel produit. Et on a intégré ici une vidéo, mais qui vous donne accès en fait à la liste des champs qui doivent être présents dans le DPP. Alors j'en ai récupéré une version Excel. On vous fournit le lien dans le PowerPoint également. Et là, vous allez voir que c'est une centaine de champs qu'il va falloir traiter directement. Et tous les champs, quasiment tous les champs sont obligatoires. Il y a à peu près 90 champs qui sont jugés obligatoires et qui sont requis d'être renseignés. Donc, vous imaginez qu'en fait, vous avez désormais cet ensemble de 90 champs à renseigner pour l'ensemble des produits que vous livrez, donc quand je dis produits, des batteries hein, qui sont distribuées en Europe. Donc l'objectif, c'est pour vous de pouvoir renseigner tous ces éléments et également de les tracer pour en avoir un suivi récurrent. Voilà, vous trouverez le lien encore une fois dans le document ici, qu'on pourra vous fournir hein, sans problème. Ça vous donne une idée de ce qu'il faut déjà commencer à anticiper, sachant que ces champs ont été définis par un groupement d'entités professionnelles à travers ce qu'on appelle le Battery Pass, donc voilà le DPP personnalisé pour les batteries. Pour les textiles, il y aura des éléments communs, mais également beaucoup d'éléments différents, je vais le traiter juste un petit peu après. Et cette mise en œuvre pour le textile va s'opérer de manière progressive. Alors, les entités, voilà, l'Europe et puis les consortiums qui travaillent sur la définition du DPP ont défini d'y aller par étapes, car notamment en France, il y a une nouvelle réglementation qui va s'imposer en 2026 avec un éco-score, on a essayé d'illustrer, vous voyez, à l'écran, un éco-score qui correspondra à un coût environnemental, une empreinte environnementale du produit. Donc ça, c'est quelque chose de particulier à la France qui va venir avant le DPP. Et ensuite, le DPP, dès 2027, sans doute mi-2027, va s'appliquer sur un certain nombre d'éléments à fournir. Et si on reprend, voilà, à nouveau, le document fourni par le Parlement européen à propos de ce sujet, vous voyez qu'à nouveau, on visualise le cycle de vie d'un produit textile au centre de l'écran, avec ses diverses étapes représentées ici graphiquement. Et en couleur, vous voyez un certain nombre de champs, de sujets qui vont être référencés comme étant obligatoires dès le départ. Et l'objectif de l'Europe, c'est que tous les champs qui sont présentés en blanc ici à l'écran soient également remplis dès lors qu'on sera dans les années autour de 2030. Donc l'objectif, c'est de permettre aux fabricants textiles de progressivement prendre le contrôle de l'ensemble de ces informations et de les renseigner de manière fiabilisée au fur et à mesure de l'évolution du DPP. Donc à nouveau, une date clé, c'est 2027 avec une date de finalité complète, 2030. Pour les meubles, le sujet va être adressé dans la continuité.
c'est autour de 2028, donc juste après le textile, sans doute début 2028. Et il y a une particularité dans l'ameublement qui concerne les matelas, donc des produits également encombrants et polluants parce qu'ils représentent beaucoup de matière. Les matelas, eux, seront traités séparément ensuite autour de 2029. Pour l'instant, le contenu du DPP est introuvable, il n'est pas encore défini. Et on essaiera de vous renseigner au fur et à mesure qu'on trouve de l'information nouvelle sur le sujet. Mais il sera sans doute similaire, c'est ce que j'ai pu lire, à celui qui va être défini pour le textile, bien sûr avec des particularités liées au mobilier, telles que les matières premières notamment. Enfin, pour les peintures, détergents, huiles, etc., les produits chimiques, le DPP sera applicable dès 2028 et également le contenu n'est pas encore défini. Donc il le sera probablement, il va commencer à se définir dans le courant de l'année 2026 pour voilà, être disponible sans doute dans l'intervalle vers 2027. Okay. Donc je dirais que c'est la filière qui va arriver juste après, comme on l'a vu tout à l'heure dans la ligne. Il y a aussi les produits électroniques, les jouets, etc. Tous ces produits vont être définis dans le courant 2028. Pour l'instant, l'agenda n'est pas plus précis qu'il ne l'est pour les premiers produits concernés. Voilà. En tout cas, ça vous donne une idée sur les premiers éléments qu'il faut prendre en compte et la manière dont il va falloir les traiter, je dirais, techniquement. Donc justement, posons-nous maintenant la question de comment faire. Qu'est-ce qu'il faut, je dirais, traiter et comment organiser l'action au niveau de l'entreprise. Alors, il nous a semblé intéressant, et ça c'est une source, vous voyez, KPMG, de vous donner les points clés, hein, on en a retenu 4, qui sont clés par rapport à votre démarche et la manière dont vous allez pouvoir mettre en scène les actions internes afin de vous préparer à cette réglementation. Le premier point, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est d'agir tôt pour conserver un avantage compétitif. C'est de se dire, OK, quelles sont mes obligations, comment je vais y répondre rapidement. Ensuite, c'est d'aborder le DPP au-delà de la conformité, parce que c'est un moyen qui est suggéré, en fait, d'améliorer la chaîne globale de travail et d'améliorer, je dirais, l'éco-impact de l'entreprise dans son ensemble et pas uniquement au niveau des produits. Et puis ensuite, il y a une problématique qui est forte, c'est que le DPP, ça concerne la commercialisation des produits, mais vous avez vu, à travers le cycle de vie de chaque produit, ça concerne tous les postes de l'entreprise, depuis les achats à la conception, la fabrication, le contrôle qualité, la distribution, le marketing et également le service après-vente. Donc tout est concerné. Ça veut dire qu'à votre niveau, il va vous falloir collecter de l'information sur l'ensemble des postes de l'entreprise afin de sécuriser ces informations et de les tracer dans le temps, s'assurer que ces informations restent pertinentes dans la durée, dans la globalité de la commercialisation de votre produit. Donc il faut à travers cela pérenniser vos processus de collecte de l'information et puis de publication aussi de cette information vers les consommateurs futurs de vos produits et vers les autorités européennes. Comment s'y préparer donc? Nous, ce qui nous a semblé important, c'est bien entendu, premièrement, de comprendre exactement les exigences réglementaires qui sont imposées. Ensuite, c'est de collecter les données, comme vous l'avez vu, à divers postes de l'entreprise. Et puis ensuite, de les structurer, ces données. Il faut pouvoir les construire. Vous avez visualisé un exemple de fichier Excel qu'il va falloir récupérer, adapter par rapport à chaque produit. Et il faut pérenniser cette information dans un réceptacle. Ensuite, il va falloir les partager, donc les publier, et puis les mettre à jour de manière récurrente au fil des changements sur vos produits, éventuellement. Donc, c'est une action de fond qui nécessite des nouveaux processus et puis également un traitement récurrent. À partir de ce constat, l'ensemble de ces constats et de ces recommandations, je vais inviter Renaud à prendre la main. Je remarque que tu gardes la présentation. Ouais, super. Tout à fait. Pour nous expliquer comment le PIM peut répondre à ces enjeux et vous faciliter le travail au quotidien.
Ok, merci Jean-Marc. Je crois que Jean-Marc il a employé les termes qui permettent une bonne transition, donc la collecte des informations, l'enrichissement et la publication. On va pas faire aujourd'hui une présentation complète de ce qu'est un PIM ou de ce qu'est une expert, mais juste pour rappeler les trois objectifs principaux d'un PIM, donc qui sont un, la collecte des informations, deux, l'enrichissement et à terme effectivement la publication de ces informations. Ensuite, pour rappeler un peu le fonctionnement du PIM, et on va aller un petit peu plus loin dans l'analyse, Jean-Marc l'a très bien dit, le PIM, c'est pas l'outil d'un service en particulier, mais c'est vraiment l'outil de toute l'entreprise. Et ça veut dire que ça va impliquer les services marketing, éventuellement le bureau d'études, la logistique, la qualité bien sûr, pour tout ce qui est réglementaire, et puis ça se fera sous le contrôle ou on va dire la houlette d'un data manager. Donc le premier objectif est de collecter l'information. Donc la collecte, elle va se faire d'abord en interne. Vous avez sûrement de l'information dans l'ERP qui va être utile pour le DPP. Il y a peut-être de l'information côté PLM qui peut être également utile pour le DPP. Et il y aura sûrement de l'information à aller chercher auprès des fournisseurs. Jean-Marc l'a expliqué. Par exemple, vous embarquez des batteries, ben, il va falloir aller chercher l'information à la source sur les batteries pour les intégrer dans votre système. Donc là, le PIM joue vraiment ce rôle de collecte. Ensuite, probablement, il y a l'information qui n'aura pas été collectée. Il va falloir l'enrichir, la créer peut-être manuellement dans Nextpage. Et là, les différents services vont venir contribuer pour enrichir la fiche produit jusqu'à temps qu'elle soit complète pour le DPP. Et le troisième objectif du PIM, c'est bien sûr la publication. Et donc, une fois que l'information est validée par les bons services, on va pouvoir la publier. Je crois que Jean-Marc, il reste la partie droite du slide. Et donc, on va pouvoir la publier donc, de manière traditionnelle sur vos sites B2B, vos sites B2C, les marketplaces, les e-catalogues, continuer à faire du print. Mais on va pouvoir aussi alimenter le portail fabricant dont a parlé Jean-Marc. Et puis, par des exports, on sera capable d'alimenter les plateformes européennes qui nécessitent d'avoir cette information. Et l'objectif est bien sûr à terme d'avoir un fonctionnement très fluide depuis, on va dire, la source de l'information jusqu'à sa publication. Donc, on est vraiment dans le rôle du PIM. Donc, je veux dire, vu de notre côté, côté PIM, le DPP, c'est pas vraiment une révolution puisqu'on a tous les outils qui sont déjà disponibles pour bien gérer les informations et vous faciliter la tâche. Donc, si on reprend les 4 temps, donc en parlant de collecte, donc ça va permettre de collecter, d'améliorer la qualité de l'information. Ça va permettre aussi facilement de récupérer les informations auprès des fournisseurs, puisqu'on a des outils qui permettent de connecter les outils des fournisseurs avec vos propres systèmes d'information. Structurer et valider les données, ça c'est un travail que ceux qui ont déjà un PIM font quotidiennement. Le partage, qui est un élément extrêmement important, donc on va vous montrer tout à l'heure dans la démo, une fois qu'on a l'information, on va être capable de la partager de plusieurs manières, on va être capable de gérer une fiche PDF, on va être capable de gérer une fiche au format HTML que vous pourrez mettre à disposition sur votre portail, et on sera capable de faire des exports vers les plateformes européennes ou d'utiliser les API si ces plateformes fournissent des API. Et un point très important, une fois qu'on a fait les étapes 2, 3 et 4, il va falloir faire vivre l'information puisque ça va bouger peut-être pas quotidiennement, mais assez régulièrement. Et le PIM va vous permettre donc d'exposer à l'extérieur des données qui seront quotidiennement à jour. Et bien, je propose qu'on rentre dans une petite démo. Alors, on va utiliser une démo avec les données de Fermob, qui est un de nos clients depuis très très longtemps, et on a un accord commercial avec Fermob pour utiliser leurs données, donc il n'y a pas de problème de confidentialité. Je précise juste que les données qu'on a créées avec Arnaud et Jean-Marc pour le DPP sont des données fictives, voilà, dont Fermob n'est pas responsable. Alors, Renaud, je vais te donner les droits de présentation. Oui. Ouais. Alors, donc, on va rentrer dans une petite démo. Donc, encore une fois, on ne va pas refaire toute la présentation du PIM. Hein. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer comment on va pouvoir donc, gérer l'information, donc la collecter, la récupérer, la gérer et la publier. Alors, déjà, sur le tableau de bord du PIM, vous voyez qu'on est capable de mesurer le taux de complétude, par exemple, des informations qui sont entendues par le DPP. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, imaginons que pour votre secteur, Jean-Marc l'a dit, il y ait une centaine d'informations, de caractéristiques à compléter. On va être capable de mesurer si vous êtes prêt pour publier cette fiche. Donc ça, c'est les fonctionnalités classiques du PIM. Et dans l'exemple qu'on a sous les yeux, on voit qu'on a finalement un produit qui est prêt pour le DPP et on a quelques produits pour lesquels il faut encore un petit peu travailler.
Je vais me focaliser principalement sur ce produit. Et donc, ce produit, encore une fois, les données sont des données en partie fictives. Donc là, je suis sur un fauteuil Fairmob qui a un certain nombre de caractéristiques. Donc, de manière classique, on va retrouver des médias, on va retrouver des informations marketing, on va retrouver des informations techniques et certaines vont être utiles pour le DPP. On peut retrouver aussi des contenus qui vont être générés automatiquement par l'IA. Et puis, un certain nombre d'informations, des documentations qui pourraient être aussi utiles pour le DPP. Et on a mis dans cette catégorie de caractéristiques, on a créé quelques caractéristiques pour illustrer un peu ce qu'on souhaitait vous montrer. Donc, on a créé voilà, quelques caractéristiques, le pourcentage de recyclage, est-ce que le produit est recyclé ou pas, les précautions, les pays de fabrication, etc. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'on a un QR code, donc c'est-à-dire qu'on est capable d'associer un QR code au produit. Alors, soit vous avez déjà des solutions pour générer des QR codes et en fait, on va associer le QR code que vous avez déjà à votre disposition à la fiche produit. Et sinon, le PIM peut être capable de gérer des QR codes. Donc, on aura un QR code par produit. Et vous voyez qu'ici, on a un lien vers une page HTML. Donc là, c'est tout à fait ce qu'expliquait Jean-Marc tout à l'heure. Vous aurez la main pour créer vos propres gabarits de page. Donc, je pense que Jean-Marc, il n'y a pas forcément aujourd'hui d'obligation de respecter un format particulier. Ce qui est important, c'est que l'information soit présente dans la page. Donc là, on a fait quelques choix de présentation. Donc, on retrouve un visuel sur le produit, on retrouve des informations marketing, donc une présentation du produit. Et puis, on va retrouver des informations sur les matériaux, la chaîne logistique, les précautions. En cliquant ici, je peux avoir d'autres informations. Donc, typiquement, c'est ce type de page HTML que vous pourrez mettre à disposition sur vos portails. Encore une fois, vous aurez la main sur le contenu, le groupement. Donc, vous pourrez modifier la mise en page, vous pourrez choisir les informations que vous souhaitez appliquer. Cette page-là, elle est accessible aussi via un QR code. Donc, le QR code dont je parlais, donc ça veut dire que si le QR code est présent sur un produit, vous pourrez le scanner ou sur un site web et ça vous amènera sur cette page. Donc, c'est un autre moyen d'accéder à cette page. Et en parallèle, on peut aussi tout à fait imaginer d'avoir des fiches PDF qui seront en fait une synthèse de tout ce qu'on a vu précédemment. Donc, la mise en page peut être différente. Là, on a fait quelque chose de très, très simple. Mais on pourrait donc avoir en parallèle une fiche PDF qui pourrait être aussi mise à disposition sur les plateformes européennes ou mise à disposition sur vos propres plateformes. L'intérêt, c'est aussi que tous ces documents se mettent à jour automatiquement. Donc là, le principe, il est assez simple. Je modifie ma valeur. Voilà, lavable à l'eau. Alors, peut-être que derrière, il faudrait qu'on aborde de validation d'information, mais là, on va faire assez simple. Une fois que mon information est à jour, ça met automatiquement ma page HTML avec le champ ou la caractéristique qui a été mise à jour, et on pourrait régénérer de la manière les PDF en fonction des modifications. Et bien sûr, on peut coupler ça avec des exports de données. Donc, si les plateformes européennes acceptent aussi des données au format, on l'a vu tout à l'heure, Excel, Nextpage pourra tout à fait, et de manière automatique, générer des fichiers Excel qui seront après mis à disposition de ces plateformes. Donc, globalement, comme vous voyez, on est prêt. Donc, il y a un travail de structuration, mais qui est un travail de structuration, j'allais dire, classique du PIM. Il y a bien sûr la collecte d'informations. Donc là, il ne faut pas se leurrer. Forcément, vous allez devoir créer de nouvelles caractéristiques dans le PIM, bien sûr les renseigner, mais ça fait partie, encore une fois, du travail, on va dire, classique d'un PIM. Et tous les mécanismes de publication, via QR code, fiches PDF, HTML, sont déjà disponibles dans le PIM. Donc voilà, donc globalement, on est prêt. Ça n'empêche pas ce travail, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, d'identification de ce dont vous avez besoin, ce qui est demandé par le DPP, mais techniquement, tout est prêt dans le PIM pour vous permettre de gérer ces informations et de les publier. Peut-être un dernier point, Renaud, qu'on peut mentionner également, c'est que comme vous contrôlez la mise à disposition d'informations commerciales lorsque vous commercialisez vos produits grâce au PIM, en fait, vous allez avoir une corrélation directe entre les informations commerciales disponibles sur vos produits par vos canaux de distribution et également les données réglementaires associées à ces mêmes produits. Oui, tout à fait, parce que la fiche, là, finalement, elle possède toutes les informations du produit, donc aussi bien des informations marketing que des informations propres au DPP. Comme on l'a vu tout à l'heure, je suis passé un peu rapidement, mais dans la page HTML, on a effectivement des informations qui sont déjà présentes dans la base. Par exemple, le fait que le produit soit en acier.
C'est pas quelque chose qui est uniquement disponible pour le DPP, c'est déjà une information qu'on avait. Donc ça apporte effectivement une homogénéité au niveau de la fiche. Donc ça veut dire que là, on est vraiment dans l'omnicanalité où donc c'est-à-dire qu'on est capable, à partir des informations du titre produit, de les publier, quel que soit le canal. Et c'est aussi une des forces et des fonctionnalités du PIM. Je te rends la main, Jean-Marc. Oui, très bien. Merci Renaud. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez même également scanner avec votre téléphone le code barre, enfin le QR code affiché à l'écran, ce qui vous permettra d'accéder à cette fiche sur votre téléphone. Encore une fois, la feuille de style, elle a été personnalisée, elle restera personnalisable par vos soins, selon vos souhaits de charte graphique, etc., d'ADN de votre entreprise. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a toute la capacité pour automatiser le traitement de ces données. Bien entendu, ça concerne l'ensemble du cycle de vie du produit, ce qui signifie pour vous qu'effectivement, il va falloir aller collecter ces informations pour pouvoir les restituer ensuite dans le DPP. Et on l'a vu que le contrôle automatique de complétude sera très pratique, ce qui vous permettra d'avoir une vision transversale intégrale vis-à-vis de la réglementation, directement intégrée dans le PIM. Voilà, quelques points que tu voulais mentionner, Renaud, sur peut-être les atouts du PIM NextPage par rapport à tout ça. Ouais, merci Jean-Marc. Ouais, je sais que certains d'entre vous connaissent déjà NextPage, soit ils sont clients, soit on s'est déjà rencontrés. Donc juste pour rappeler le positionnement de NextPage sur qu'on appelle aussi l'initiative PIM. Donc sur le marché, notre ambition est d'apporter une solution qui soit complète, donc qui intègre à la fois le PIM, le DAM, la publication multiformat, donc aussi bien PDF, Excel, etc. Une solution qui embarque de l'IA maintenant depuis à peu près 3 ans. Donc on est capable de faire beaucoup de choses avec l'IA et beaucoup plus de choses qu'on avait imaginées il y a 3 ans. Et donc, on a quelques clients qui sont engouffrés dans l'IA, donc qui génèrent des contenus en automatique, qui font des traductions en automatique. Et d'ailleurs, ça pourrait servir pour le DPP, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait s'appuyer aussi sur le DPP on pourrait s'appuyer sur l'IA, pardon, dans le cadre du DPP pour générer certains contenus. Une solution qui soit simple d'utilisation et extrêmement importante, c'est une fois que nos clients ont été formés, ils ont une autonomie totale ou quasiment totale. Et notamment en ce qui concerne le DPP, ça veut dire que nos clients auront la main pour créer leur propre modèle de présentation, qui soit au format HTML ou au format PDF. Et bien sûr, quand il faudra créer des caractéristiques qui sont non existantes pour le DPP, vous aurez la main pour les créer, les gérer, etc. Voilà. C'était la petite minute de pub pour NextPage. Merci Jean-Marc. Merci Renaud, c'est avec plaisir. Et dernier point, dernier slide, avant de prendre vos questions, c'est finalement comment passer à l'action. Alors, je pense que c'était assez clair par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer déjà depuis à travers ces 3 quarts d'heure de présentation. C'est bien sûr, il faut préparer les données, aller les récupérer au niveau de vos collaborateurs, au niveau de vos partenaires, vos fournisseurs, etc., qui sont partie prenante du cycle de vie complet de vos produits. Il faut ensuite les structurer. Donc déjà anticiper les informations à collecter dans le PIM. Donc c'est autant de nature de champ et d'éléments à récupérer. Et puis enfin, préparer la publication, même si vous avez un peu de temps par rapport à ça, parce que tant qu'on n'a pas encore la définition complète selon les filières sur la nature même du DPP, on peut commencer à anticiper les choses, mais il faudra à ce moment-là être précis et se mettre en accord exactement avec la réglementation telle qu'attendue. Voilà. Mais donc, vous voyez, lors des actions, c'est pour pouvoir au moins être prêt de manière sereine, c'est d'anticiper la collecte de ces informations et donc anticiper le recueil auprès des entités qui disposent des informations clés par rapport au DPP.